BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission en direct entre 15h et 15h30 sur BFM Business. On va parler de Bitcoin, bien sûr, des cours. On va parler de politique, ça n'est jamais très loin du secteur. On va parler de paiement rapide et efficace avec mes invités. Nathalie Janson va nous rejoindre, économiste et professeure à la Neoma Business School. Elodie Luet, bonjour Elodie. Bonjour. Fondatrice de Sky Wallet. Vous animez aussi le podcast Effet 21. Tout à fait. Très intéressant. Il faut l'écouter. Toute source d'information est importante pour nous. Et Julien Vallée est également avec nous, CEO et cofondateur de Finst. Bonjour Julien, bienvenue dans cette émission. On va parler évidemment de votre entreprise. Vous pouvez également nous poser toutes vos questions. Vous le savez, crypto au singulier @ bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. BFM Crypto, le club, c'est parti. Je vais commencer par le petit nouveau de la bande. Bonjour Julien, ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes donc cofondateur de Finst, ça a été créé en 2023. C'est quoi ? Finst, on est l'une des plus grosses plateformes de trading de crypto-monnaies aux Pays-Bas. On est basé à Amsterdam, on a une licence MiCA donc, qui nous permet d'opérer dans toute l'Europe, y compris la France. C'est l'un de nos principaux marchés. J'ai la chance moi-même d'être français, donc c'est pourquoi je suis ici pour vous en parler. Donc, on a une grosse particularité, c'est qu'on a décidé en fait un petit peu comme ce qu'on avait fait chez DeGiro à l'époque, qui était notre précédente employeur. On divise les frais de trading de crypto-monnaies par entre 5 et 10 selon les plateformes. On s'est aperçu que partout en Europe, y compris en France, il y a énormément d'investisseurs qui payent encore 1,5-2% à chaque fois qu'ils achètent ou qu'ils vendent du Bitcoin. Et le pari et l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve à des niveaux de frais qui sont bien plus abordables, sans compromettre sur la sécurité ni la transparence. Donc les frais, c'est ce qui est attractif sur Finst. Comment vous êtes passé ? Pourquoi vous avez créé cette plateforme ? Vous étiez avant dans la finance purement traditionnelle. Ouais. J'ai fait 10 ans, un peu plus de 10 ans dans les banques traditionnelles, dans des plateformes de trading actions. On a vu énormément de choses qui ont été bouleversées dans ce milieu-là, avec des frais qui sont passés, qui sont quasiment gratuits aujourd'hui quand on achète des actions et des ETF. Ouais. Et on s'est aperçu en 2020-2021, beaucoup d'investisseurs voulaient accéder au Bitcoin. On a regardé un petit peu le paysage et on s'est dit comment se fait-il que ce soit si cher d'acheter de la crypto-monnaie alors que le trading action est devenu, comme je le disais, quasiment gratuit ou ça ne coûte que quelques euros. Et on s'est dit qu'avec notre expérience, on allait pouvoir changer ça. Ça fonctionne très bien puisqu'on approche 100 000 utilisateurs en 3 ans et on commence notre expansion européenne en France, en Allemagne et dans plein d'autres marchés. Les équipes en France, il y en a sur le sol, vous êtes absolument. combien ? On est 22 au total. On a des équipes qui sont en France, on a une filiale qui est basée en France, on est évidemment sur la liste blanche de l'AMF. Donc on a des équipes qui sont aux Pays-Bas, à Amsterdam et en France, ici à Paris. 340 cryptos sur la plateforme ? Oui, 340 cryptos. Grosses offres des plateformes en Europe ? Absolument, c'est un gros focus. On a énormément d'investisseurs qui cherchent à se diversifier, qui cherchent la prochaine opportunité. Et c'est vrai que c'était important pour nous non seulement d'offrir des tarifs ultra compétitifs, mais d'avoir une offre de crypto qui soit très large, avec du staking, avec la possibilité évidemment de transférer ses cryptos si on le préfère sur son propre wallet. Donc c'est une offre pour les particuliers principalement, mais on sert également des clients institutionnels. On a des banques en ligne qui nous utilisent pour offrir de la crypto-monnaie à leurs clients. Alors, je parlais des avantages tout à l'heure. Enfin, vous avez commencé par ça. C'est vrai. C'est intéressant. Ma question cachée, c'est pourquoi, quand on est français, on fait appel à une plateforme néerlandaise ? Alors, évidemment, il y a ces conditions économiques-là, mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu patriotique là-dedans ou il faut penser européen de façon générale par rapport aux gros géants américains ? On a la chance d'avoir un continent européen qui nous permet d'opérer dans 27 pays, d'avoir une réglementation européenne qui est la plus avancée dans le monde actuellement. Et si vous regardez le paysage des fintech, des plateformes, il y en a énormément finalement que beaucoup de Français utilisent, qui sont basés en Allemagne, qui sont basés aux Pays-Bas. D'ailleurs, DeGiro, où on était avant, c'est une société néerlandaise. Donc profitons d'avoir ce cadre réglementaire qui permet plus d'attractivité, plus de choix pour les investisseurs. Et donc, in fine, ça bénéficie à tout le monde. Donc ce qui est important, je pense, c'est d'avoir un service client en français, une plateforme en français, ce qui est notre cas. Évidemment, en tant qu'investisseur, c'est ce qu'on cherche. Oui, quand on est sur une plateforme et donc qu'on a quelques problèmes, c'est toujours bien d'avoir un interlocuteur. C'est une des grosses critiques sur les plateformes, effectivement, qui répondent qu'en anglais, quand elles répondent. Vous disiez tout à l'heure que quand vous vous êtes lancé, il y avait beaucoup d'investisseurs qui regardaient vers les cryptos. Est-ce que vous aviez à l'époque, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, une idée de ce qu'allait devenir le secteur aujourd'hui ? Vous êtes une plateforme qui fait de la crypto, alors que le secteur est en train de se faire, pardon du terme,
cannibalisées quasiment par les acteurs institutionnels. Les banques s'y mettent, elles ont très faim. Quand on est un acteur comme ça qui fait que ça, est-ce qu'il va y avoir une place pour vous tous en réalité ? Je pense qu'on est encore loin d'avoir un marché qui soit complètement saturé. Vous le disiez très justement, on a des banques qui sont en train de commencer leur expansion. Les mêmes banques qui nous expliquaient il y a quelques années qu'il ne faut surtout pas offrir de crypto, que le Bitcoin va devenir à zéro. C'est un point positif de voir finalement ces banques qui commencent à venir un petit peu sur notre terrain de jeu. Nous, on a choisi un positionnement qui est un peu différent. On commence de la crypto, on n'exclut évidemment pas d'offrir d'autres types d'actifs dans le futur. Donc je pense qu'il y a encore de la place. Il y a surtout beaucoup à faire en termes de sécurité, en termes de transparence et en termes de tarifs, comme on l'expliquait. Il y a une particularité dans la crypto, c'est que les tarifs ont tendance à être cachés dans les commissions, etc., dans les cours d'exécution. C'est quelque chose qui, on l'espère, va changer avec MiCA et c'est quelque chose qui, pour nous, est très important pour permettre finalement un peu plus de clarté et plus de maturité pour l'industrie. Vous pourriez faire d'autres produits, vous pourriez aller dans l'autre sens. Par exemple. Ouais, c'est intéressant parce que ça, souvent, on le dit sur ce plateau, mesdames, l'éducation financière, pour ceux qui s'intéressent à la crypto en premier, ça mène derrière, Élodie, par exemple, à une éducation plus large, en fait. C'est un des moyens d'y accéder. Exactement. Moi, je dis souvent que Bitcoin, il permet de s'enrichir, pas seulement comme on le croit, mais aussi d'un point de vue intellectuel, compréhension de l'économie, du fonctionnement de la monnaie et de l'éducation financière, tout simplement. Donc, effectivement, on peut arriver par la crypto avec l'objectif de gagner beaucoup d'argent et puis finalement construire un patrimoine, un portefeuille plus complet. Une porte d'entrée qui est vraiment très intéressante, effectivement. Vous avez levé, est-ce qu'elle est terminée, cette levée de fonds d'ailleurs, 8 millions? Ça y est, c'est fini? Oui, absolument. C'est une série A de 8 millions d'euros. Ça porte notre financement total à 15 millions d'euros. C'est l'un des plus gros fonds, un des plus gros VC néerlandais qui nous a accompagnés sur cette levée de fonds. L'objectif, c'est effectivement de commencer d'amplifier notre expansion européenne avec la France, l'Allemagne et plein d'autres marchés, et évidemment de continuer à développer la plateforme, comme je l'expliquais, avec potentiellement des nouvelles classes d'actifs, des nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, on est très fiers d'avoir pu mener à bien ce tour de financement. Et vous allez embaucher? On va embaucher, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on croit plus à l'automatisation, l'ingénierie. On est une plateforme technologique aussi bien qu'une institution financière. Et je pense que c'est cette capacité finalement à utiliser la technologie qui nous permet d'offrir les tarifs qu'on offre. Plus vous avez d'employés, plus vous avez une base de coûts qui est élevée, plus ça devient difficile d'être compétitif. Donc on essaie de trouver cet équilibre entre technologie et bien sûr, comme je l'expliquais, qualité de service. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Vous expliquez que l'un de vos piliers, c'est la sécurité. Ouais. Ça veut dire quoi exactement en cette période où c'est un mot qui est quand même très important dans le secteur? Ça veut dire plein de choses. Ouais. La première, c'est la régulation. On l'explique de plus en plus aux gens. N'investissez que sur des plateformes qui sont régulées, MiCA. Voilà, je pense que c'est la base de tout. Il y a cet aspect intéressant. Je vois toujours beaucoup d'amis qui choisissent leur banque avec beaucoup d'attention, qui choisissent leurs assureurs. Ils y passent énormément de temps. Par contre, quand il s'agit de crypto, on a tendance à être un petit peu plus, à faire preuve d'un petit peu moins d'attention. Donc attention à la régulation. Nous, on a quelque chose qui est très important qu'on a mis en place avant MiCA, c'est la ségrégation d'actifs. Et ça, c'est clé, c'est peut-être plus important que plein d'autres aspects, c'est-à-dire s'assurer que la plateforme sur laquelle vous investissez ne conserve pas les actifs, les vôtres en l'occurrence, de ses clients à son bilan. Ce qui fait que si nous, par exemple, demain, on venait à faire faillite, par exemple, tous les actifs de nos clients sont ségrégés de notre bilan. C'est le cas d'ailleurs dans toutes les institutions financières classiques, pas chez les banques qui utilisent des réserves fractionnées. Nous, c'est une réserve pleine, intégrale, ségrégation d'actifs, très important, preuve de réserve auditée. C'est quelque chose, on était les premiers, nous, aux Pays-Bas, à avoir fait appel à un cabinet d'audit qui a vraiment fait un audit de plusieurs semaines sur l'ensemble de nos processus. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de choses. Régulation, ségrégation d'actifs, preuve de réserve. Il y en a un certain nombre, mais cela me paraît déjà être important. La régulation, en ce moment, quand on parle sécurité, c'est aussi la sécurité des données, c'est aussi la sécurité physique des entrepreneurs, par exemple, et de leur famille. On sait que MiCA implique effectivement des audits de sécurité, notamment sur les cyberattaques, ce genre de choses. J'imagine que vous les avez passés avec succès. Néanmoins, on a l'impression qu'aucune entreprise du secteur n'est complètement protégé face à ces fuites de données ou à ces attaques. Comment on fait pour se protéger au maximum et assurer la sécurité des données des investisseurs?
On choisit ses partenaires avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'attention. Nous, par exemple, on utilise Fireblocks, qui est le plus gros fournisseur de wallets au monde, qui était réservé aux institutionnels. On a effectivement un nombre d'audits qui est régulier sur l'accès aux comptes, sur l'accès aux fonds, sur la possibilité de transférer des cryptos. Par exemple, chez nous, ça nécessite plusieurs directeurs pour pouvoir transférer des cryptos, etc. Donc, finalement, c'est un ensemble de procédures qui font qu'on peut se considérer comme étant sécurisé. Et il faut aussi toujours se remettre en question. La crypto bouge très vite, les technologies bougent très vite, donc il faut savoir s'adapter aussi. Et on a DORA maintenant en Europe, je ne connais pas le terme en français, vous m'excuserez, c'est le Digital Operation Resilience Act, qui fait en sorte que toutes les industries financières aient cette capacité à se protéger. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver, c'est pour ça que beaucoup de sociétés sont encore en train de s'y mettre. Mais voilà, c'est vraiment un ensemble de procédures, de choix de partenaires et de remise en question constante. Allez, on va faire un petit tour on va regarder les cours. Je suis désolée, il y en a plein qui ne veulent pas que je regarde les cours. Moi, je regarde les cours tous les jours quand même. C'est une obligation, c'est un réflexe. $69 000 pour le Bitcoin. Un petit tour de table, Nathalie Janson, sur... on est remonté par rapport au jeudi noir de la semaine dernière. Bon, ça reste quand même sous les $70 000. Oui, et alors ça va pas faire plaisir à ceux qui adorent Bitcoin parce qu'il a fait un jeudi noir lui aussi, donc il a fait comme les autres actifs historiquement où ça a souvent été un jeudi ou un mardi, donc voilà. Bon, plus sérieusement, ce qui a retenu mon attention quand ça s'est produit, c'est qu'en fait effectivement il y a eu aux États-Unis cette discussion un peu lunaire par un sénateur qui a commencé à s'adresser au secrétaire au Trésor Scott Bessent en disant et vous avez prévu quoi pour le Bitcoin, vous allez en acheter Et là, je crois qu'effectivement, je pense que d'ailleurs les Bitcoiners du monde entier ont dû avoir les cheveux qui se sont dressés sur leur tête parce que là, ça serait quand même le comble du comble d'avoir le Trésor américain qui vient au secours du Bitcoin, puisque le Bitcoin ayant été, en tout cas, a été lancé à un moment pour se porter, en porte-à-faux au système actuel, parce que justement, il y avait trop de ce qu'on appelle des bail-out de systèmes traditionnels, bancaires en particulier. Là, c'était quand même incroyable. Bon, il soutient toujours pas, bien sûr que non. Donc, il a dit immédiatement, effectivement, Bessent a dit non, c'est pas l'ordre du jour, mais c'est assez symptomatique. Et d'ailleurs, ça rejoint une préoccupation qu'avait eu... Il y avait un professeur de finance, donc il y a maintenant au moins 2-3 ans, qui avait fait un article sur lequel je fais toujours travailler mes étudiants, qui s'appelait, donc lui il s'appelle Cecchetti, et son article s'appelait Let them burn, donc laissez-les brûler, parce qu'il est anti, effectivement, Bitcoin et crypto. Et il avait dit, mais moi je veux absolument pas de réglementation, parce que s'il y a une réglementation, ça veut dire qu'en fait on est en train de donner une garantie implicite, en disant, vous pouvez y aller, parce que du coup maintenant on réglemente. Et il avait, donc il n'avait pas tout à fait tort, donc parce qu'il avait effectivement alerté en disant dès qu'on va finalement réglementer le Bitcoin et d'autres, on va en fait créer cette espèce d'espace où les investisseurs en tout cas se sentiront entourés et potentiellement protégés. Effectivement, on voit que finalement il y a encore des résistances. En tout cas, un réflexe, vous voyez, parce que le sénateur, je suis désolée, je me rappelle plus son nom, mais lui ça a été spontané quand il a vu la chute brutale, il a tout de suite demandé mais au fait vous faites quoi maintenant? Ouais. Et il a quand même défendu, Scott Bessent, la réserve stratégique. En disant que c'était des bitcoins saisis et que ça, pour le coup, elle était là. C'est intéressant. Est-ce qu'à l'inverse. Il aurait pu dire d'ailleurs, du coup, on va en racheter parce qu'il est pas cher. Oui, effectivement. Mais bon, il n'est pas allé jusque-là dans la blague, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les prises de position comme ça en fonction des cours des chefs des institutions. Je pense à François Villeroy de Galhau la semaine dernière. Bon, quand il était très haut, il disait que oui, éventuellement, peut-être on allait pouvoir commencer à penser aux cryptos. Et puis là, en dessous de $70 000, d'un coup, c'est devenu un petit peu moins fréquentable quand même. On a senti dans ces dernières déclarations. Oui, on voit vraiment que, alors, qu'en tout cas, il ne comprend pas ou il n'a pas envie de comprendre envie de comprendre cet univers, puisque effectivement, une semaine, comme il a été au
pas mal de temps qu'effectivement il y a plusieurs banques centrales on a bien vu qu'on ont acheté, donc bon, il peut pas non plus traiter ses collègues de gens qui n'ont rien compris. Donc il est poli, il observe. Ouais. Et puis effectivement, dès lors où il y a une chute, eh bien c'était allez hop, on y va, on recommence, on va aller faire du bashing au moment où c'est le plus bas. Donc on voit qu'il y a un problème ou d'intérêt ou de maîtrise, je sais pas, ou un mélange des deux, mais effectivement c'est quand même un discours très fluctuant qui devrait pas. Enfin, honnêtement, voilà, moi je suis déçue qu'effectivement le responsable de la Banque centrale française n'ait pas un autre discours que celui-là, même si je comprends qu'il n'apprécie pas. Oui, mais ça un peu plus, avec un peu plus de hauteur. On reste dans des pensées traditionnelles, justement, encore. Ça a un impact sur le business quand les pontes comme ça s'expriment sur Bitcoin, émettent des doutes, et puis en plus on est dans des cours qui sont bas, donc ça fait un ensemble qui fait que ça ralentit tout. Non, pas vraiment. Je pense que l'évolution des cours a un impact beaucoup plus important que les dires des uns et des autres. À noter que ces dires ont tendance à changer quand même très rapidement en fonction du vent. Ouais. Et je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont capables de prendre un petit peu de distance avec ce qui se dit. C'est-à-dire que le lundi, la crypto est à bannir. Le mercredi, finalement, c'est la révolution technologique dont tout le monde doit bénéficier. Donc, il faut savoir, je pense, se distancer un petit peu de ces paroles et regarder un petit peu le cap à plus long terme de certains gouvernements, de certaines banques centrales qui, a priori, ne devraient pas changer tous les 2 jours. À long terme, on répète, c'est du long terme, quoi qu'il arrive. Vous travaillez beaucoup sur, finalement... la formation des entreprises, l'arrivée de la crypto et du bitcoin dans la vie des entreprises. Est-ce que ça a un impact sur leur adoption? Vous le voyez, Élodie? Oui, parce que en fait, le prix, c'est l'indicateur qui est facile à comprendre et facile à regarder. Ouais. Donc, les entreprises vont porter souvent leur regard là-dessus en se disant le cours du Bitcoin a baissé, et surtout ce qui les inquiète entre guillemets, c'est les fluctuations rapides comme on a pu connaître la semaine dernière. Donc la question c'est si je l'utilise dans mes transactions et que le client ou le fournisseur en face il subit une grosse perte, est-ce que ça peut pas me retomber dessus? Donc effectivement ça pose des grosses questions pour les entreprises. Faut acheter maintenant, hein. Faut leur dire aux entreprises que c'est le bon moment, hein, par rapport à il y a 2-3 mois. Effectivement, on a toujours ce réflexe quand il est à 100 000 $, de dire c'est trop tard, et quand il est à 60 000, ah bah non, c'est une chute, c'est horrible. C'est quand même, il y a un vrai problème d'éducation. J'imagine que vous entendez encore ça au quotidien dans votre activité. Effectivement, c'est là ça a bien monté, donc est-ce qu'on devrait en acheter? Donc, toujours avec un discours tempéré, donc entrer de façon fractionnée, donc et profiter plutôt des baisses. Et puis même souvent il y a certains experts comptables qui déconseillent aux chefs d'entreprise d'entrer dans Bitcoin en prenant l'exemple, en disant regardez, ça a chuté la semaine dernière, donc faut pas y aller, quoi. C'est incroyable en termes d'éducation financière. Nathalie Janson, ça doit vous faire dresser les cheveux sur la tête. Oui, il y a beaucoup de choses qui effectivement par rapport à ça qui font dresser les cheveux sur la tête, et c'est vrai que il y a vraiment une méconnaissance profonde en fait de la monnaie, de la monnaie, de ce que représente Bitcoin, voilà, donc effectivement Bitcoin a une composante, il est effectivement pas utilisé en paiement chez nous, ça c'est clair. Il peut l'être ailleurs, mais c'est pas sa composante majeure dans nos économies qu'on estime, parce qu'on estime avoir un système de paiement qui est relativement efficace, donc on n'en a pas besoin, parce qu'on estime que notre monnaie elle est plutôt pas trop instable, alors qu'en fait elle est peut-être plus qu'on ne le pense, mais enfin ça c'est un autre sujet. Et c'est vrai que par conséquent chez nous c'est vraiment la partie investissement qui domine. Et en effet, sur la partie investissement, il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire. En France, on n'est pas très bon. Il y a encore eu des récents sondages. Voilà, on n'a pas progressé. Et puis, il est vrai que notre cadre institutionnel ne nous aide pas. C'est-à-dire que quand vous êtes éduqué au livret A défiscalisé, effectivement... Ça ne rapporte plus grand-chose. Oui, mais justement, comme parfois il a rapporté l'arbitrage entre risque-rendement, pas de fiscalité, qui est quand même un sujet important chez nous également. Donc, vous habituez les gens, si vous voulez, de façon assez banale, de se dire, c'est tellement mieux de ne pas essayer de comprendre, de se dire, il y a le livret A, c'est bien, il est plafonné, mais pour la plupart des gens,
gens, ça leur va aussi. Ils en ouvrent plusieurs s'il faut. Enfin, même si on n'en ouvre évidemment pas tous plusieurs à son nom. Mais ce que je veux dire, c'est que on entretient en France, vu les institutions et la façon dont on est élevé par rapport à l'éducation, à l'épargne, effectivement, c'est un barrage supplémentaire par rapport à d'autres pays. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand même nos jeunes sont, c'est quand même plutôt une population jeune. Vous n'allez pas me contredire qui investit, qui a des Notre client moyen a 43 ans. Ah quand même. Voilà, je suis ça monte. Ouais. Ça monte, ça a été comme ça depuis le premier jour. On s'attendait à ce que ça descende rapidement. Et en fait, pas du tout. Et pas du tout. Alors je pense que c'est lié un petit peu à notre offre, qui est peut-être notre offre qui est un peu moins gamifiée et qui est plus adressée à des gens qui ont déjà des investissements dans d'autres classes d'actifs. Par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez, on a, moi, pour faire le comparatif avec les Pays-Bas, où j'ai vécu pendant 11 ans, je connais bien un petit peu l'éducation financière et cette culture de l'investissement, elle me semble être directement liée au système de retraite qu'ils ont là-bas. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on explique aux gens finalement que l'État sera là pour vous dans une certaine mesure, n'y comptez pas trop. Pour le reste, il faut que vous investissiez vous-même dès le début. Des choix. Donc des plans d'épargne retraite que mettent en place les employeurs et finalement des plans d'épargne ou des comptes titres ordinaires où on explique aux jeunes très tôt qu'il faut investir. Donc cette culture, je pense qu'elle est liée un petit peu en France à ce système de retraite et cet État-providence où on compte sur l'État pour faire en sorte qu'il soit là le moment venu, plutôt que d'expliquer aux gens qu'il faudrait prendre votre avenir financier en main. La retraite conditionne tout en termes d'épargne, de finances et de travail, même des jeunes qui arrivent en entretien et qui demandent à partir. Bon, bref. Oui, exactement. C'est vraiment un problème qui conditionne toute notre vie. Et effectivement, ça a sans aucun doute un impact par rapport à la prédisposition. Et les niveaux de pension, par exemple, aux Pays-Bas, sont 2 à 2,5 fois plus élevés que chez nous. C'est-à-dire que les gens touchent en moyenne à peu près la moyenne de leurs 2 dernières années de salaire. Nous, on en est très loin. Contre la moyenne des 25 meilleures années en France. On en est très loin, mais c'est dû à cette notion d'intérêt composé pendant 40, 45 ans qui s'accumulent. Il nous reste 1 minute. L'éducation, ça passe aussi par les entreprises. On le dit souvent avec vous, Élodie. Vous nous parlez du Lightning Network aujourd'hui. Vous nous rappelez ce que c'est ? Alors, c'est une couche de niveau 2 sur Bitcoin qui va permettre de, on va dire, corriger certaines limites, mais des limites assumées de Bitcoin, comme le temps bloc, donc les 10 minutes pour miner un bloc, qui permet de garantir la sécurité du réseau. On a aussi le nombre de transactions par bloc, donc qui est volontairement gardé très bas pour permettre toujours cette décentralisation. Et donc, ça fait que Bitcoin, pour les paiements au quotidien, les microtransactions, c'est pas l'outil qui va être le plus adapté. Donc, on a une couche de niveau 2, qui est le Lightning Network, qui va permettre de faire des micro-paiements et des paiements du quotidien, donc son café et sa baguette. Vous dites micro-paiements, mais vous dites aussi que les entreprises l'utilisent de plus en plus. Alors, c'est quel type d'entreprise, par exemple, qui serait impeccable pour utiliser Lightning Network? Le premier usage, c'est pour encaisser en Bitcoin. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises qui vont accepter les paiements en Bitcoin vont le faire via le réseau Lightning, donc ce qui permet à des personnes de payer directement au magasin et que la transaction soit enregistrée automatiquement. Ensuite, donc ça date vraiment en fait il y a très peu de temps. Donc c'est une entreprise qui a essayé de voir si on pouvait utiliser le Lightning Network pour transférer des gros montants. Donc ça a été fait entre Kraken et une entreprise qui permet du trading OTC qui s'appelle SDM Markets. Donc ils ont transféré $1 million sur le réseau Lightning. C'est la première fois que ça se produit. Donc pour moi c'est un événement marquant parce que ça veut dire que Lightning entre dans une nouvelle ère. L'ère des institutions qui pourront l'utiliser pour faire des gros transferts et même des entreprises qui pourront aussi l'utiliser pour des transactions internationales. Il sera assez solide au fil des années pour toutes les supporter? En tout cas, il devient de plus en plus solide. Donc, effectivement, aujourd'hui, il date quand même de 2017. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont construites là-dessus. Et on constate qu'il est de plus en plus utilisé. Il est de plus en plus intégré dans des solutions. Il y a même des banques qui l'intègrent, comme Revolut et SoFi aux États-Unis, qui intègrent Lightning directement comme, on va dire, back-end dans leur appli bancaire. Ça coûte cher pour les entreprises de se mettre à ça? Ça dépend. Si une entreprise veut avoir son propre nœud Lightning et on va dire opérer ses propres serveurs Lightning entre guillemets, effectivement, ça nécessite un investissement. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de solutions clés en main qui peuvent être utilisées, ça, directement. Lesquelles, par exemple? Dans le cas des paiements, ça va être des solutions comme Swiss Bitcoin Pay. Il y a aussi Bebop, qui est un logiciel de caisse entier qui intègre aussi la solution Lightning. Il y a des entreprises. L'entreprise qui a réussi le transfert d'1 million $, c'est Voltage.
.cloud, donc qui va fournir des infrastructures. Puis il y a Lightspark qui a par exemple permis à Revolut et SoFi d'intégrer Lightning. Donc je suis une entreprise, je viens vous voir, je m'y prends comment ? Alors, si vous voulez utiliser Lightning pour faire les transferts, donc on va voir déjà quels sont les volumes, quelles sont les destinations dont vous avez besoin. En fonction de ça, on va dimensionner la solution qui va bien. Si vous voulez simplement accepter des paiements en Bitcoin, là, c'est, on va dire, assez rapide. Donc, on va pouvoir prendre une solution sur étagère pour l'installer dans votre commerce ou dans votre système d'information. Julien, ce type, vous vous adressez à quel type de... Vous avez des entreprises dans vos clients ? Oui, on a des entreprises, des institutionnels. C'est intéressant, le Lightning Network, on en entend beaucoup parler quand les frais de réseau sont très élevés sur le Bitcoin. C'est-à-dire que 2023, courant 2023, quand le Bitcoin a commencé à augmenter rapidement, c'est là où finalement les gens disent c'est très cher d'envoyer du Bitcoin en ce moment. Il y a effectivement l'aspect de temps, les fameuses 10 minutes qui, je ne pense pas, sont vraiment dramatiques. Par contre, il y a l'aspect... du système Bitcoin. Voilà, c'est déjà une belle performance. Par contre, la notion de coût, effectivement, elle intervient quand finalement le réseau de Bitcoin est congestionné. Donc, on en entend beaucoup moins parler depuis quelques mois parce que les transactions sont quasiment gratuites en ce moment sur le Bitcoin. Mais on va très certainement en entendre parler à nouveau quand on atteindra de nouveaux sommets. Le mot de la fin, Nathalie Janson. Oula, en plus, j'ai le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est que je pense qu'effectivement, pour le Bitcoin, en fait, plus il sera adopté, en fait, moins la volatilité sera, ce que je dis souvent à mes élèves. En fait, la volatilité, elle est importante parce que, elle nous impacte parce qu'en fait, on vit dans un monde entre les deux. Mais si on imagine, un petit cluster où en fait tout le monde est en Bitcoin, en fait, on s'en fiche complètement, qu'il soit à 70 000, à 120 ou voilà. En fait, on n'en est pas là évidemment, mais je pense qu'il y a des endroits sur Terre où ils préféreraient utiliser le Bitcoin plutôt que de vivre sous les monnaies dans lesquelles ils sont. Et ça, malheureusement, ici, les gens ne s'en rendent pas. Non, mais on est presque trop gâtés, en fait, en France, et même en France par rapport à l'Europe où il y a d'autres pays qui sont bien contents de le trouver. En tout cas, on vous en parle tous les jours dans cette émission. On est ravis de le faire et on travaille cette adoption. Vous pensez que l'adoption aura galopé, avancé depuis les chiffres de l'année dernière, Julien ? Oui, clairement. Je pense que si on regarde en France et dans d'autres pays, on est quand même sur des niveaux d'adoption sur une classe d'actifs qui a une dizaine d'années qui sont assez extraordinaires. Comparable aux actions, j'ai entendu. Exactement, voire supérieurs dans certains pays. Donc, soyons quand même toujours prendre un petit peu de recul. On attend les chiffres officiels, effectivement, parce que c'est à peu près dans pas longtemps que ça va tomber. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School, Élodie Luet, fondatrice de SkyWallet, et vous animez aussi le podcast Effet 21, Julien Vallée, CEO et cofondateur de Finst. Et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business. Merci Sandra, merci. BFM Business, BFM Crypto, le club.